Je suis avocate fiscaliste. Je fais ce métier depuis 7 ans. Je m'appelle Claire, et je suis très douée dans ce que je fais. Ce pourquoi je ne suis apparemment pas douée, c'est pour avoir mis un temps terriblement long à réaliser que les gens qui m'ont élevé étaient en train de démanteler silencieusement tout ce que j'avais construit de beau dans ma vie. Mon frère s'appelle Bastien. Il a 34 ans, soit 2 ans de plus que moi, et d'aussi loin que je m'en souvienne, il a toujours été le soleil autour duquel notre famille gravitait. Pas parce qu'il l'avait mérité. Bastien a la personnalité d'un golden retriever et le sens des affaires qui va avec. Il est plein de bonnes intentions, pour l'essentiel. Mais avoir de bonnes intentions et réussir sa vie sont deux choses très différentes, et Bastien n'a jamais, une seule fois dans sa vie d'adulte, réussi quoi que ce soit avec de l'argent qui ne venait pas de ma poche. Ce Noël-là était le 3e que j'organisais dans ma propre maison. Pas la maison de mes parents, la mienne. Une maison de ville des années 30 avec du cachet. Je l'avais achetée à 28 ans et rénovée en grande partie moi-même pendant mes week-ends. Carreau après carreau, placard après placard, parce que j'aimais ce travail. Parce que c'était chez moi. J'avais invité tout le monde. Mes parents, la sœur de mon père et son mari, une amie de fac de ma mère qui vient chaque année, et Bastien, qui est arrivé avec 40 minutes de retard, une bouteille de vin à 10 €, et qui s'est immédiatement assis à la place que j'utilise habituellement en bout de table. Je n'ai rien dit pour la chaise. Le dîner était réussi. La nourriture était excellente. Je cuisinais depuis le mercredi. Mon père a découpé le chapon en faisant tout un spectacle, comme il le fait toujours, avec une petite révérence à la fin comme s'il venait de pratiquer une chirurgie à cœur ouvert. Ma mère ne cessait de remplir les verres d'eau de tout le monde. Bastien tenait le crachoir comme à son habitude, parlant de sa nouvelle idée d'entreprise. Cette fois, il s'agissait de kits de repas préparés pour les sportifs de haut niveau. Il travaillait son argumentaire depuis 3 mois, et mon père hochait la tête avec cette expression sur le visage. Cette expression spécifique de fierté et de satisfaction que je n'ai jamais, une seule fois dans ma vie, vu diriger vers moi. Ce n'est pas de l'apitoiement. C'est juste la réalité. Mon père s'est raclé la gorge et a dit qu'il voulait dire un mot. Il a regardé Bastien, et tout son visage s'est adouci. Il a parlé d'héritage, de ce que cela signifiait d'élever quelqu'un qui a une vraie vision, une soif de vivre. Il a dit à quel point il était fier. Il a levé son verre, puis il a lâché la phrase. Très honnêtement, la meilleure décision que ta mère et moi ayons jamais prise, c'est d'avoir eu ton frère. Ma mère a ri. Doucement, d'un son plein d'affection. Bastien a baissé les yeux sur la table, jouant la fausse humilité. Ma tante a fait trinquer son verre. J'étais assise à 1 mètre d'eux. J'avais cuisiné le repas qu'ils étaient en train de manger. La maison dans laquelle ils se trouvaient avait été achetée avec l'argent que j'avais gagné. Et pas une seule personne ne m'a regardé. J'ai dit ce que j'avais à dire, cette phrase calme et limpide, puis je suis allé chercher du pain en cuisine parce que j'avais besoin de 10 secondes de solitude. Le temps que je revienne, la conversation était passée à autre chose. Mon père interrogeait Bastien sur son calendrier de financement. Ma mère discutait avec ma tante des plans pour les vacances d'hiver. Personne n'a fait de commentaires sur ce que j'avais dit. Il ne l'avait probablement même pas enregistré. J'ai fini mon assiette. Je suis resté poli. J'ai débarrassé la table. J'ai dit au revoir à tout le monde sur le pas de la porte, et je suis resté sur mon perron, à regarder leur voiture s'éloigner, en pensant, d'accord. Très bien. Voici ce qu'ils ne savaient pas sur moi. Mon métier, par essence, consiste à comprendre exactement comment l'argent circule et exactement où il peut s'arrêter.
Je sais comment structurer les choses, comment construire une architecture financière qui protège les actifs, et tout aussi important, comment la démanteler. J'avais passé des années à construire un filet de sécurité pour ma famille qu'ils avaient fini par confondre avec un hamac. J'allais avoir besoin de quelques semaines pour réfléchir sereinement avant d'agir. Mais la réflexion avait déjà commencé. La situation, la version honnête des faits, remontait à environ 5 ans. L'entreprise de paysagisme de mon père battait de l'aile. Il la gérait depuis 20 ans, il avait une bonne réputation, mais il s'était trop engagé sur certains contrats commerciaux et ses marges s'étaient effondrées. Il est venu me voir, moi, pas Bastien, ni personne d'autre, et m'a expliqué la situation. Il avait besoin d'une injection de fonds. Il utilisait des termes techniques comme si l'entreprise était un patient à l'agonie. J'avais 27 ans. Je travaillais dans mon cabinet depuis 2 ans et j'avais des économies que j'avais constituées méticuleusement. Je lui ai donné 60 000 euros. J'ai structuré cela comme un prêt avec un contrat en bonne et due forme, que j'avais rédigé moi-même. Taux d'intérêt inférieur au marché, remboursement sur 10 ans, conditions généreuses. Mon père l'a signé. Il m'a serré dans ses bras. Il m'a dit que je lui sauvais la vie. Au cours des années qui ont suivi, il n'a jamais effectué le moindre versement. Quand j'ai abordé le sujet au bout de 18 mois, gentiment autour d'un café, ma mère s'est interposée. Elle a dit que mon père était déjà assez stressé comme ça. Elle a dit qu'en famille, on ne comptait pas. Elle a dit que je devrais réfléchir à ce qui compte vraiment. J'y ai beaucoup réfléchi. Ensuite, Bastien a eu besoin d'argent. Il avait eu une idée, une entreprise de nettoyage automobile de luxe à domicile. Il lui fallait un capital de départ. Mon père m'a appelé pour m'expliquer que c'était une réelle opportunité et que Bastien avait juste besoin d'une chance. Que tout le monde ne trouvait pas son équilibre au même rythme. J'ai donné 22 000 euros à Bastien. Il a géré l'entreprise pendant 11 mois avant de la liquider en invoquant une saturation du marché. Je n'ai jamais revu un centime. Puis il y a eu l'appartement. Bastien voulait acheter un studio en copropriété. Il ne pouvait pas obtenir de prêt seul. Mes parents m'ont demandé si je pouvais me porter caution solidaire. Juste une formalité, disait ma mère. Juste pour l'aider à démarrer. J'ai signé. Techniquement, je suis toujours engagé sur ce prêt immobilier. Bastien a payé à l'heure exactement une seule fois sans que je n'ai à le lui rappeler. C'était l'architecture financière que j'avais construite. Discrètement. Invisiblement. Pendant que mon père trônait au bout de ma table et racontait à toute l'assemblée que sa meilleure décision était son fils. La semaine après Noël, mon père m'a appelé pour me dire qu'il avait passé un excellent moment. Il n'a pas mentionné ses propos. Il m'a demandé si je pouvais jeter un œil à un contrat que Bastien s'apprêtait à signer pour son entreprise de repas sportifs parce que Bastien respectait mon avis professionnel. J'ai dit que je regarderais. J'ai pris des notes dans mon propre dossier. 2 jours plus tard, ma mère m'a appelé. Elle a dit que Bastien était vraiment enthousiaste à propos de ce nouveau projet et que cela signifierait beaucoup pour la famille si je pouvais investir dans la phase de lancement. Elle l'a dit avec le même ton qu'elle utilise pour me demander d'apporter une salade pour Pâques. Comme si c'était une broutille. Elle a mentionné un chiffre. 50 000 euros. J'ai dit que j'allais y réfléchir. J'y ai réfléchi. Effectivement. Très attentivement. Sous tous les angles, de la manière dont je réfléchis à tout ce qui implique un transfert significatif de mes ressources. Et ce qui me revenait à l'esprit à chaque fois, c'était cette table de dîner. Ce verre levé en l'air. Ce sourire sur le visage de ma mère. Ce son.
J'ai appelé mon avocate. Pas celle de mon cabinet, mon avocate personnelle. Une femme nommée Valérie, avec qui je travaille depuis 3 ans et qui ne gaspille pas ses mots. Je lui ai dit que j'avais besoin de passer en revue plusieurs instruments financiers que j'avais créés au cours des 5 dernières années et d'évaluer mes options pour les restructurer ou les résilier. Elle m'a demandé ce qui avait changé. Je lui ai raconté. Il y a eu un silence. Elle a dit, donne-moi une semaine. Pendant que Valérie travaillait, j'ai commencé à rassembler les archives. Je suis doué pour ça. J'ai ce genre de mémoire pour les chiffres qui rendait mes professeurs nerveux et qui rend mes confrères adverses nerveux. Aujourd'hui. Et maintenant, je supposais que cela allait rendre ma famille nerveuse. J'ai sorti chaque transaction, chaque accord, chaque virement. J'ai créé un tableur qui était, franchement, un chef-d'œuvre. Un total de 214 000 euros était passé de mes comptes vers la sphère familiale en 5 ans. Le prêt commercial de mon père, impayé. La start-up de nettoyage de Bastien, liquidée à perte. La caution de l'appartement de Bastien, à jour, de justesse, grâce à mes interventions régulières. Diverses sommes plus petites, quelques milliers d'euros par-ci par-là pour des urgences qui semblaient toujours trouver. Bastien en premier. 214 000 euros. J'ai imprimé le tableur et je suis resté assise devant pendant un long moment. Valérie m'a appelé. Elle avait examiné le contrat de prêt de mon père. Elle m'a confirmé qu'il était valide et exécutoire. Elle a confirmé qu'en tant que caution sur l'appartement de Bastien, j'avais certains droits en cas de défaut. Elle m'a exposé mes options. Elle était lucide et rigoureuse, et à la fin de l'appel, elle a dit, ça va être désagréable. J'ai répondu que je le savais. J'avais encore une dernière information à vérifier avant de bouger. J'examinais le contrat que Bastien voulait que je révise, celui pour son entreprise de repas. C'était un pacte d'associés avec 2 autres types, et c'était bâclé par endroits, mais ce n'est pas ce qui a attiré mon attention. Ce qui m'a frappé, c'est une ligne dans la section 2. Déclaration aux investisseurs. Bastien avait listé ses sources de financement antérieures. Sous la rubrique investissement familial, il avait inscrit un montant de 95 000 euros. Le total que je lui avais réellement donné, tous projets confondus, était de 22 000 euros plus quelques bricoles. Le chiffre qu'il affichait n'était pas exact. C'était presque 4 fois le montant réel. J'ai lu cette ligne 3 fois. Puis j'ai rappelé Valérie. Elle m'a demandé à quel point j'étais sûr de mes propres registres. Je lui ai dit que j'en étais certaine. Elle a dit qu'elle voulait faire intervenir quelqu'un d'autre, une comptable spécialisée en audit de fraude en qui elle avait confiance. J'ai accepté. L'experte s'appelait Nadia. Elle était d'une efficacité redoutable, et elle a fait ressembler l'historique financier de Bastien à un gribouillage sur une serviette en papier. Ce qu'elle a trouvé au cours des 2 semaines suivantes n'était pas seulement des chiffres gonflés dans une déclaration d'associé. Elle a découvert que Bastien avait, à 2 occasions distinctes, utilisé mon nom, mon identité réelle, avec des documents falsifiés comme référence dans des demandes de prêt auprès de prêteurs privés. Il m'avait décrite comme une investisseuse officielle ayant un engagement financier continu dans ses entreprises. L'un de ses prêts avait été approuvé. 40 000 euros. Il avait utilisé l'argent pour financer ce que ses relevés bancaires décrivaient comme des honoraires de conseil versés à lui-même, un bail pour une cuisine professionnelle qu'il avait utilisé environ 3 mois, et une série d'achats dans un magasin de décoration d'intérieur. Je suis resté prostré avec ça pendant une journée entière avant d'en parler à qui que ce soit. Je veux être précis sur ce que j'ai ressenti, parce que je pense que les gens s'attendent à ce qu'une histoire comme celle-ci implique de la rage. Il y avait de la rage quelque part,
mais ce qui dominait tout le reste était quelque chose de plus silencieux et de plus difficile à nommer. C'était l'épuisement spécifique de réaliser que quelqu'un que vous aimiez, vraiment, pas par obligation mais par sentiment sincère, avait décidé que votre réussite était une ressource qui lui était due, et que votre signature était quelque chose qu'il pouvait utiliser. Sans demander. Ce n'est pas une erreur. C'est une décision. C'est un schéma de décision répétée dans le temps, avec intention. J'ai appelé mon père. Je ne lui ai pas dit ce que j'avais trouvé. Je lui ai demandé nonchalamment s'il avait quelque chose dont il voulait me parler. Il a dit, non, tout va bien. Au contraire. Bastien avance vraiment sur son nouveau projet. Ça a l'air prometteur. J'ai dit que j'étais ravi de l'apprendre. J'ai ajouté que je réfléchissais beaucoup à la famille ces derniers temps. Il a dit que c'était gentil. J'ai appelé ma mère. Je lui ai posé la même question. Elle a dit que tout allait bien. Elle a ajouté qu'elle espérait que je réfléchissais à l'investissement pour Bastien. Elle a ri un peu, comme si c'était une petite chose amusante. J'ai répondu que j'y réfléchissais très certainement. C'était un mardi. Le jeudi, Valérie et moi nous sommes réunis dans son bureau. Elle a exposé le tableau complet. Le contrat de prêt de mon père, valide, recouvrable. Avec les intérêts désormais cumulés. La caution sur l'appartement de Bastien. J'avais le droit de demander mon retrait du prêt sous certaines conditions, ce que Valérie avait déjà commencé à préparer. Les documents falsifiés, c'était la partie grave. Ce n'était pas une zone grise. Ce que Bastien avait fait avec mon nom était une fraude, un faux et usage de faux. Valérie était très calme en prononçant ces mots. Elle le disait comme j'imagine que les chirurgiens disent les choses, avec précision, sans fioriture. Elle m'a demandé quel résultat je souhaitais obtenir. Je lui ai dit que je ne voulais pas que Bastien aille en prison. Je lui ai dit que je ne voulais pas d'une bataille juridique publique. Je lui ai dit que je voulais me retirer. Je voulais que mon nom soit retiré de tout. Je voulais que mon argent soit justifié, et je voulais ne plus jamais être dans une position où quelqu'un pourrait utiliser ma réussite comme un puits dans lequel puiser sans demander. Je voulais que l'architecture soit démantelée. Elle a dit qu'elle pouvait le faire. Nous avons envoyé la première lettre à mon père. Ce vendredi-là. C'était une mise en demeure formelle concernant le prêt commercial. 60 000 € plus 5 ans d'intérêt couru. Elle faisait référence au contrat signé. Elle lui donnait 30 jours pour répondre. Nous avons envoyé une lettre séparée à Bastien. Celle-ci était différente. Elle l'informait que j'étais au courant de l'utilisation frauduleuse de mon nom dans les dossiers de prêt, que j'avais engagé une experte comptable qui avait produit un rapport complet, et que j'étais prête à entamer des poursuites judiciaires. Elle lui offrait également une alternative, un accord transactionnel. Il devait retirer mon nom du prêt de son appartement en refinançant à son seul nom sous 60 jours. Il devait me rembourser l'intégralité du prêt obtenu frauduleusement, et il devait fournir une déclaration signée reconnaissant l'utilisation non autorisée de mon identité personnelle et professionnelle. Les appels téléphoniques ont commencé presque immédiatement. Ma mère a appelé le samedi matin. Sa voix était totalement différente de toutes les voix que j'avais entendues d'elle auparavant. Ce n'était pas la voix autoritaire, ni la voix affectueuse, ni la voix culpabilisante. Elle semblait réellement effrayée. Elle a dit qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait, qu'elle avait reçu un appel de mon père, que des avocats étaient impliqués, que ce n'était pas ce que font les familles. Je l'ai laissé parler. Quand elle s'est arrêtée, j'ai dit, je sais ce que Bastien a fait avec mon nom. Je connais les demandes de prêt. Je connais les faux documents. Je sais tout.
Elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit très bas, je ne savais pas pour ça. J'ai répondu que je la croyais. J'ai ajouté que cela ne changeait rien à ce que je faisais. Elle m'a demandé ce que je voulais. J'ai répondu que je voulais être traité comme une personne et non comme un produit financier. J'ai dit que j'avais passé 5 ans et dépensé 200 000 € à essayer d'être assez bien pour cette famille, et que tout ce que cela m'avait rapporté, c'était un toast à Noël sur le fait que mon frère était le vrai cadeau. J'ai dit que j'en avais fini de payer pour cette expérience. Elle a commencé à pleurer. Je lui ai dit que je l'aimais et que l'amour n'était pas, en fait, la même chose qu'une disponibilité financière inconditionnelle. Je lui ai dit de m'appeler quand elle serait prête à discuter. Et j'ai raccroché. Mon père a appelé le dimanche. C'était l'appel auquel je m'étais préparé le plus minutieusement. Mon père ne recule jamais. Il a grandi dans un foyer où l'homme avait le dernier mot, et cela n'a jamais changé dans son esprit, peu importe le temps passé ou les preuves accumulées montrant que le monde fonctionne différemment aujourd'hui. Il a appelé et sa voix était dure et contrôlée. Il a prononcé mon nom une fois. Claire. Puis il a dit que j'étais en train de briser la famille pour de l'argent. Pour de l'argent, a-t-il répété, comme si c'était un passe-temps bizarre que j'avais développé. J'ai répondu, je ne brise rien du tout. Je récupère ce qui m'appartient. Il a dit que le prêt était un cadeau et que je le savais très bien. Que personne ne réclame un prêt à sa famille, que c'était une honte. J'ai répondu que j'avais le contrat signé et que je serais ravi de le partager à nouveau avec lui. Il a dit que Bastien était de la famille et que ce dont je l'accusais était insensé. Que Bastien ne ferait jamais une chose pareille. Que j'avais toujours été jalouse de Bastien. Que j'avais toujours eu du ressentiment parce que les choses lui venaient facilement. J'ai laissé cette dernière phrase flotter entre nous un instant. J'ai dit, des choses faciles. Papa. D'accord. J'ai ajouté que je serais en contact via le cabinet de Valérie. Et j'ai mis fin à l'appel. Bastien a appelé le lundi soir. J'ai failli ne pas répondre. J'ai répondu parce que je voulais entendre ce qu'il dirait sans avocat dans la pièce, sans mise en scène. Il a dit mon nom, puis il a dit qu'il pouvait expliquer. J'ai dit, d'accord, explique. Il est resté silencieux. Quelques secondes, puis il a dit que les premières fois qu'il avait utilisé mon nom comme référence, il pensait que c'était bon. Il pensait que j'aurais accepté. S'il me l'avait demandé. Il pensait que je voudrais l'aider. J'ai dit, donc. Tu ne me l'as pas demandé parce que tu savais que je dirais oui. Il n'a pas répondu à cela. Il a dit que la demande de prêt, c'était différent. Il savait que c'était différent. Il était dans une mauvaise passe. Son entreprise de nettoyage venait de couler et il a paniqué. Il a dit qu'il était désolé. Il a dit qu'il allait arranger ça. J'ai répondu que je lui avais déjà envoyé un document très spécifique expliquant comment il allait arranger ça et que j'avais besoin de sa réponse sous 2 semaines. Il a demandé, est-ce que tu me détestes vraiment? J'y ai réfléchi. J'ai dit, non. J'ai dit que j'avais passé la majeure partie de ma vie d'adulte à m'assurer qu'il allait bien, à un coût personnel que je n'avais pas totalement mesuré jusqu'à récemment. J'ai dit que ce n'était pas de la haine. J'ai dit que ce dont j'avais besoin maintenant, c'était qu'il fasse cette seule chose difficile, nettoyer le désordre qu'il avait créé, et qu'ensuite nous pourrions déterminer ce que nous étions l'un pour l'autre. Il a dit qu'il parlerait à sa banque pour le refinancement. Les semaines suivantes furent purement transactionnelles. Mon père a reçu la mise en demeure et a répondu par l'intermédiaire de son propre avocat avec des termes expliquant que l'accord était une libéralité et donc non exécutoire, ce que Valérie a balayé proprement. Il y a eu un processus de médiation. Mon père ne
m'a pas parlé directement durant toute cette période. À la fin, il a accepté. Un plan de remboursement, pas le montant total avec intérêt, mais des versements structurés qui étaient au minimum une reconnaissance que l'argent était réel et que l'obligation l'était tout autant. Ce n'était pas tout ce qu'on me devait. C'était suffisant. Bastien a refinancé son appartement. Cela a pris 6 semaines et je suis sûr que ce fut douloureux. Son dossier de crédit n'était pas excellent, mais il l'a fait. Mon nom a été retiré de l'hypothèque un mercredi après-midi et Valérie m'a envoyé un email d'une ligne disant « C'est fait ». Je me suis assise à mon bureau, j'ai lu ce mot et j'ai senti quelque chose se libérer dans ma poitrine, une tension dont je n'avais pas pleinement réalisé l'ampleur. La déclaration signée reconnaissant l'utilisation non autorisée de mon nom a pris plus de temps. L'avocat de Bastien le lui a déconseillé, ce que je comprenais, mais Bastien l'a signé quand même. Il l'a envoyé avec un mot manuscrit qui disait seulement « Je suis désolé de t'avoir fait sentir comme une banque ». C'est une phrase étrange et je l'ai relue plusieurs fois depuis. Je ne sais pas exactement quoi en faire. Je l'ai mise dans le même dossier que le reste des documents. Mes parents ont fait leur Noël au restaurant l'année suivante. Je n'ai pas été invité, ou si je l'ai été, l'invitation ne m'est pas parvenue. J'ai passé ce réveillon avec 2 amis du travail, nous avons fait une purée de pommes de terre ratée exprès pour la blague, nous avons regardé un film et j'allais bien. Mieux que bien, en fait. Ce que j'ai fini par comprendre, c'est ceci, le problème n'a jamais été l'argent. L'argent n'était que le système à travers lequel circulait autre chose. Cette idée que mon rôle dans la famille était de produire et le leur de recevoir, et que toute interruption de cet arrangement était une trahison de ma part. Mon père croyait sincèrement avoir construit quelque chose, une famille, un héritage, une chose digne d'admiration. Et dans sa comptabilité, j'étais l'infrastructure, une route sur laquelle il roulait, utile, censée être entretenue, pas quelque chose qu'on félicite ou qu'on célèbre, juste quelque chose qu'on utilise. Ma mère m'aimait, mais elle aimait encore plus la paix, et maintenir la paix signifiait ne demander à personne de me voir tel que je suis. Vraiment. Bastien, je pense que pour la plupart du temps, il n'y pensait pas, ce qui est une réponse en soi. Je parle toujours à ma mère. Nous sommes précautionneuses l'une envers l'autre d'une manière que nous n'étions pas auparavant, ce qui est pire par certains aspects et mieux par d'autres. Il y a des choses que nous ne disons pas, mais il y a aussi des choses qu'elle dit maintenant qu'elle n'avait jamais dites auparavant. Des petites reconnaissances. Des questions sur mon travail qui ne sont pas de simples transitions pour demander quelque chose. Au printemps dernier, elle m'a appelé juste pour me dire qu'elle avait vu un article sur une affaire sur laquelle j'avais travaillé. Elle a dit, j'ai vu ton nom. Je me suis dit, c'est ma fille. Elle a marqué une pause après l'avoir dit, comme si elle vérifiait si cela avait un impact. Ça en a eu un. Je n'ai pas dit grand-chose. J'ai répondu, merci, maman. Nous avons parlé pendant 11 minutes de plus d'autre chose. Je ne parle pas à mon père, pas encore. Peut-être un jour. Bastien m'a envoyé un SMS en août. Il a dit qu'il avait trouvé un travail, un vrai, en tant que gestionnaire logistique pour un distributeur alimentaire régional. Il a dit que le travail était ennuyeux, mais qu'il était doué pour ça. Il a envoyé un second SMS qui disait « Je pense que j'avais besoin de ne plus avoir de filet ». J'ai lu cela et j'ai pensé à toutes les façons dont il pouvait l'entendre, et je me suis dit que peut-être le cadeau le plus honnête que je lui ai jamais fait était d'être indisponible. J'ai placé l'argent que j'ai récupéré, ainsi que d'autres fonds que j'aurais auparavant injectés dans le compte familial, dans une petite fondation que j'ai créée. Elle finance des services d'aide juridique pour les femmes confrontées à des abus financiers au sein de leur famille, parce que c'est ce que je connais. Et c'est ce que j'ai vécu,
et je préfère faire quelque chose de spécifique. Plutôt que de vague. Il y a actuellement 3 femmes qui reçoivent un soutien. Grâce à elles. L'une d'elles m'a envoyé un mot que je garde sur mon bureau. Il dit, je ne savais pas qu'on avait le droit de simplement s'arrêter. J'y pense beaucoup. On a le droit. Il s'avère qu'on l'a. J'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est brisé en premier, la relation ou l'histoire qu'il se racontait sur moi. Je pense que c'était l'histoire. Et je pense qu'elle s'était brisée bien. Avant ce dîner de Noël, peut-être avant même que j'écrive mon premier chèque. Ce que mon père a fait en levant ce verre n'était pas de la cruauté à proprement parler. C'était juste de l'honnêteté. Le masque a glissé pendant une seconde d'inattention et j'ai enfin vu le visage en dessous. D'une certaine manière. Je lui en suis reconnaissante. Voici ce que je sais sur la cause et l'effet, non. Pas comme une philosophie, mais comme quelque chose que j'ai vu se jouer en temps réel. La façon dont vous traitez quelqu'un lui apprend exactement ce que valent ses propres ressources. Mon père m'a appris, au fil d'années de dédain silencieux, que mon travail était une infrastructure, fiable, remplaçable, ne valant pas la peine d'être célébré. Mon frère a appris en le regardant que mon nom, mon crédit, mon identité était à sa disposition. Personne ne s'est assis pour décider de m'exploiter. C'était plus lent que ça. C'était une centaine de petites leçons absorbées sans que personne ne reconnaisse qu'elle était enseignée. Et j'avais mes propres leçons là-dedans, moi aussi. J'ai appris que si je donnais assez, cela finirait par se traduire par le fait d'être vu. C'est l'erreur la plus vieille et la plus coûteuse qu'une personne puisse faire. On ne peut pas acheter son sentiment d'appartenance. On ne peut pas financer son chemin vers l'amour véritable. J'ai essayé pendant 5 ans et ce que j'ai obtenu, c'est un tableur qui s'élevait à 214 000 € et un toast à ma propre table qui ne m'incluait pas. Ce qui a changé n'était pas ma situation. Ce qui a changé, c'est que j'ai cessé d'accepter les termes du contrat. Claire, la version de moi qui est restée assise pendant ce dîner, qui a souri et qui est allée chercher du pain en cuisine, elle n'était pas faible. Je veux être clair là-dessus. Elle était patiente d'une manière qui avait fini par devenir toxique. Mais elle n'était pas faible. Il a fallu une réelle intelligence pour construire ce que j'ai construit, juridiquement et financièrement, d'une manière qui m'a protégé quand j'en ai enfin eu besoin. Le terrain que j'avais préparé des années plus tôt, la documentation soignée, les contrats appropriés, la structure blindée de ma société. Rien de tout cela n'était accidentel. Une partie de moi avait toujours su, je crois, que j'allais en avoir besoin un jour. C'est ce que je veux dire quand je dis que ce que vous êtes, les habitudes que vous construisez, la précision que vous apportez à votre propre vie, ces choses finissent par porter leurs fruits. Les habitudes de Bastien ont porté leurs fruits elles aussi, mais dans l'autre sens. Chaque fois que quelqu'un l'a couvert, chaque fois que j'ai transféré de l'argent sans poser de questions. Chaque fois que mes parents ont détourné le blâme loin de lui. Il s'est un peu plus éloigné de la nécessité de développer la chose qui le sauverait réellement. La responsabilité. La chose la plus honnête que j'ai jamais faite pour mon frère a été de m'arrêter. Son SMS en août, je pense que j'avais besoin de ne plus avoir de filet, m'en a dit plus sur la valeur de cette décision que n'importe quoi d'autre. Je ne suis pas fier des années que j'ai passées à faire preuve d'une générosité financière en échange de miettes émotionnelles. Mais je ne les regrette pas non plus, car sans elles, je ne comprendrais pas. Comme je le comprends aujourd'hui, au plus profond de moi. Ce que l'on ressent réellement quand on se tient sur un sol qui vous appartient entièrement. Les fondations que vous construisez pour vous-même, de vos propres mains et par vos propres choix, sont les seules qui ne s'effondrent pas quand quelqu'un d'autre décide d'arrêter de les soutenir. Ce mot sur mon bureau, je ne savais pas qu'on avait le droit de simplement s'arrêter, je le lis parfois les jours difficiles.
Non pas parce qu'il résout quoi que ce soit, mais parce qu'il me rappelle que la chose la plus utile que je puisse faire avec ce qui m'est arrivé, c'est de m'assurer que quelqu'un d'autre trouve la porte de sortie un peu plus vite.